Et on est de retour au lundi des entrevues présentées par Garage Blainville Service Volvo. Garage Blainville Service Volvo, votre spécialiste depuis 1990, ben oui. C'est 30 000 pieds carrés de bâtiments, pas de terrain, de bâtiments consacrés uniquement aux produits Volvo. Si jamais vous avez une Volvo pour l'entretien, c'est encore meilleur que le concessionnaire, c'est moi qui vous le dis. 767 boulevard industriel à Blainville, Garage Blainville Service Volvo. Un gros merci à notre partenaire du lundi des entrevues. Et tout de suite, je reçois la demande de mon second. Benoît Gratton va se joindre à nous, ancien joueur professionnel. Et vous avez peut-être vu le petit texte d'introduction, mais Benoît a toute une carrière, toute une carrière. Salut Benoît. Salut Mathieu, ça va? Ça va bien toi aussi? Oui, ça va, merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, c'est très gentil. Ah, ça me fait plaisir, puis je te remercie de l'invitation aussi également. Ben oui, ça fait plaisir. Écoute Benoît, tu as peut-être lu la petite intro que j'ai écrite dans les différents posts. C'est 11 chandails différents là, du niveau professionnel que tu as porté, puis partout à travers le monde. C'est impressionnant comme carrière, honnêtement. En plus d'une cinquantaine de matchs dans la Ligue nationale, 3 équipes différentes, capitaine dans la Ligue américaine, MVP à droite, à gauche, capitaine en Europe. Bon, on va y aller étape par étape là, avant que je manque de souffle. Là. On commence par le commencement toujours ici à ICC Hockey. Je veux savoir d'où vient ta passion du hockey. Ça provient fort probablement de ton enfance. Mais à quel âge tu as commencé à jouer? Est-ce que ça vient de tes parents? Ben, c'est certain que ça vient de mes parents. Je suis quand même grandi dans une famille de hockeyeurs. Mon père, mes 2 oncles ont joué junior. Mon oncle est devenu mon agent par la suite. Là. Il a joué dans la Ligue, dans l'Association mondiale avec les Jets de Winnipeg. Okay. Puis il a joué un petit peu dans la Ligue américaine aussi. Il a joué quelques années en Europe, par la suite en Suisse. Donc, disons que ça a toujours été fait partie un peu de l'ADN de notre famille. Donc, c'était juste une normalité que je plonge dans ça à 100%. Puis, je peux pas me rappeler là, à quel âge j'ai commencé à avoir cette passion-là, parce que je pense que aussitôt que j'ai pu mettre des patins puis jouer avec un hockey, ça a été automatique. Un naturel, un naturel. Ouais, si on veut. Ouais. Puis, et on va faire un saut dans le temps parce que là, j'imagine que le parcours après ça, regarde, si c'est le hockey dès le début, c'est le hockey all the way jusqu'au junior majeur ou, comme on parlait un peu dans mon entrevue précédente, midget junior, ça devient un peu plus sérieux. C'est là que le hockey devient non seulement un loisir, une passion, quelque chose qu'on aime, mais aussi peut-être une possibilité de carrière, peut-être quelque chose qui pourrait durer longtemps ou moins, tout dépendant de comment on fait attention à soi, de quelle manière on travaille, quelle réputation aussi on se crée à ce moment-là. J'aimerais que tu me parles de ton stage junior, l'importance que ça a eu dans ta carrière, d'abord avec les Prédateurs de Laval, d'abord avec le Titan d'Aval, pardon, puis ensuite en terminant ta conquête de la Coupe avec les Prédateurs de Granby. Je t'ai vu partager un article cette semaine là-dessus, justement. Fait que question en 2 temps, je te laisse y aller. Ça va faire 25 ans déjà. C'est incroyable comment que ça passe vite, notre championnat de la Coupe Memorial. Je vais revenir après, mais tu sais, juste avant, j'écoutais Stéphane tantôt, Stéphane Noir avec toi. Puis, tu sais, maintenant, avec la structure intégrée, tu commences à les moins de 13 ans, moins de 14 ans, je pense, que les jeunes commencent déjà à avoir un peu c'est qui l'élite au Québec. Puis, disons que dans mon temps, il n'y avait pas ça. Fait que pour être honnête, là, moi, oui, tu sais, comme tous les jeunes, on voulait jouer au hockey, mais je te dirais, j'ai commencé à réaliser peut-être plus, là, même junior, même midget 3, ma première année midget 3A, moi, dans ma tête, je n'étais pas certain de faire l'équipe. Finalement, c'est là, je te dirais, cette année-là, que ça a peut-être débloqué ou ce que j'ai commencé à croire peut-être que j'avais une chance d'aller justement jouer un petit peu plus haut. Puis, c'est pas quelque chose qui... peut-être que c'était peut-être un peu un manque de confiance en moi à certains moments où ce que je pensais que j'avais peut-être pas le potentiel de monter plus haut. Mais c'est ça. Fait que ça a commencé, je te dirais, un petit peu plus tard que les jeunes d'aujourd'hui.
ce rêve-là, je te dirais, de jouer surtout au hockey professionnel. OK. Mais Je trouve pour ça super intéressant ce que tu dis, ouais. puis juste pour venir, mettons, Midget 3A, avec le Titan de Laval, puis tu me parlais des anecdotes, c'est quelque chose que peut-être j'ai jamais parlé live, ou c'est sûr que mes amis puis mon entourage était au courant, mais c'était les frères Morissette à l'époque, puis on s'était rencontrés pendant la saison quand je jouais Midget 3A, puis là, on peut en parler aujourd'hui, puis je pense que ça se fait encore un peu aujourd'hui. Peut-être pas de la même façon. J'ai hâte d'entendre ça. Ouais, puis vu que c'était à Laval, moi je venais de Saint-Jérôme, puis c'était chez nous, puis disons que le Titan de Laval avait toujours des équipes gagnantes. On s'était rencontrés, puis on avait décidé de dire à toutes les équipes que je m'en allais jouer aux États-Unis pour pouvoir sortir en deuxième ronde. Puis fait que je pense que le Titan de Laval, à chaque année, réussissait justement à ce coup-là, puis il réussissait à aller chercher deux joueurs de première ronde. Puis je pense que j'étais listé 5e overall. Fait que cette année-là, il avait repêché, je pense que c'était Frédéric Jobin en première ronde, puis moi en deuxième ronde. Puis disons qu'il y avait les dépisteurs qui m'appelaient, puis ils parlaient surtout à mon père qui filtrait les appels, puis tout le monde lui disait, on le sait, Titan va te repêcher. Puis là, mon père, non, 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 on a décidé d'aller aux États-Unis. Puis on a même fait nos choix de cours à Hawkesbury. Puis ça, c'est vrai, j'avais vraiment été à Hawkesbury faire mes choix de cours pour aller jouer junior A là-bas. Mais c'était tout un show de boucan pour C'est pouvoir. excellent, ça! Fait que finalement, puis je pense que les années, Martin Lapointe avait fait, je pense, la même chose. Il y avait Patrick Boileau aussi l'année d'avant moi. Puis je pense que l'année après moi, c'était Dominique Perna qui avait joué le même coup à la Ligue. Fait que donc, c'était des choses qui se faisaient à l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui, là, je ne suis pas encore dans le secret des yeux, là, mais ça ne me surprendrait pas qu'il y ait des ententes comme ça quelques fois encore. Ben, définitivement. Puis écoute, d'entendre un gars qui a une carrière professionnelle aussi longue que la tienne nous partager quelque chose comme ça, ben, ça témoigne à quel point, écoute, les rumeurs, la machine à rumeurs est toujours démarrée, là, puis il y a tout le temps toutes sortes d'histoires qui se racontent. Mais je suis pas tel. Puis écoute, c'est pas comme si tu avais joué en 1950, là, je veux dire. Non. Là, on n'a pas le même âge, mais quand même, là, on parle pas de il y a si longtemps que ça. Là. Fait que c'est quand même, je trouve ça quand même très cocasse que tu nous racontes ça. Puis tu sortais en première ronde à ce moment-là, ça veut dire que ça avait bien été pour toi dans le midget 3 pour un gars qui, au début, ne s'attendait pas à faire l'équipe. Fait que je fais un lien avec le parallèle de la structure. Ouais. C'était beaucoup plus imprévisible à ce moment-là qui allait, d'une année à l'autre, les choses pouvaient beaucoup changer, alors que là, c'est peut-être un peu plus planifié. Que tu trouves ça comment, le système actuel, comparé à ce que tu as vécu? Je te dirais que la seule chose qui est difficile aujourd'hui, c'est si justement t'es pas inclus dans le système au début. Je pense que c'est tough. Oh ouais, c'est tough. Fait que je pense que c'est un petit peu, je pense, le point négatif de la structure. Je te dis pas que c'est pas une bonne chose d'identifier les joueurs élites, leur donner les outils pour progresser encore plus, mais c'est juste que souvent, c'est un peu le même principe avec Hockey Canada. Une fois que tu es dans la structure, des moins de 17 ans, les moins de 16 ans, je pense même qu'il y a encore le moins de 16 ans, moins de 17 ans. C'est difficile après d'arriver pour les moins de 20 ans si tu n'as pas été dans la structure. Puis même après, je le vois, après, même quand j'étais en Europe pour la Coupe Sprangler, puis les équipes Canada qui se font en Europe, si tu as été dans le programme, soit les moins de 18 ans, les moins de 20 ans, souvent, c'est eux qui vont prioriser encore. Fait que c'est plus ça, je te dirais, ce côté-là. Puis c'est sûr qu'à Midget 3, oui, ça a été. Je pense que j'avais terminé premier compteur de l'équipe, puis on avait perdu en finale. Contre Sainte-Foy, les gouverneurs de Sainte-Foy à l'époque. Puis non, j'avais eu quand même une belle saison. Puis je te dirais que c'est là peut-être que j'ai commencé à réaliser que j'avais un certain talent, puis que j'avais un potentiel justement de. Puis surtout quand les frères Morissette m'ont rencontré. Donc là, j'ai réalisé que OK, ils ont de l'intérêt pour moi. Puis
Disons que c'est quand même quelque chose de le fun de pouvoir jouer junior puis avoir la chance de jouer chez moi avec une équipe qui, à chaque année était compétitive. Donc, c'était presque un no-brainer pour moi d'accepter l'offre. Non, clairement. Puis en plus, ça s'est bien terminé dans le junior parce que tu as été échangé lors de ta dernière année du côté de Granby et vous avez fait long chemin jusqu'à la Coupe Memorial. Raconte-moi un peu cette expérience-là. Je pense que dans un stage junior, quand tu as l'occasion de gagner une Coupe Memorial, j'imagine pour n'importe quel joueur, c'est un bagage vraiment exceptionnel. C'est pas juste la Coupe du Président, c'est la Coupe Memorial. Et surtout, je ne sais pas si tu es sûrement au courant, là, la dernière fois que le Québec avait gagné, c'était en 1971. OK. Non, c'était pas au courant. OK. Ça va faire 25 ans là, cette année qu'on a gagné la Coupe Memorial, mais la dernière fois, avant qu'on la gagne, ça faisait ça, 25 ans. Ouais. Puis je sais pas si tu as vu des vidéos, des articles, puis c'était notre mot d'ordre qu'on s'était donné, c'était le respect. Parce qu'on voulait regagner le respect parce que je te dirais qu'à l'époque, les équipes de l'Ouest, les équipes de l'Ontario nous regardaient un petit peu de haut, avec raison aussi, parce qu'on n'avait pas gagné, ça faisait 25 ans. Puis je me souviens, on avait des vidéos de Guy Lafleur, c'était les remparts avec Guy Lafleur en noir et blanc, les vidéos en noir et blanc qui levaient la Coupe Memorial. Puis je pense que Guy Lafleur, je ne vois même plus dans la Ligue nationale. T'imagines-tu comment ça faisait longtemps? Ouais, c'est ça. Puis même, j'avais été la première année à Laval avec les Titans, on avait reçu la Coupe Memorial à Laval, puis on avait perdu en finale contre Kamloops. Puis il y avait des équipes où Darcy Tucker, il y avait aussi Jerome McGinley. Je pense qu'il avait gagné 3 fois en 4 ans, cette équipe-là. Fait qu'on avait perdu. Des petits joueurs poches de même. Là. Ouais. Ouais. Puis, je te dirais que à chaque fois qu'on arrivait à Coupe Memorial, je ne sais pas si on avait un sentiment d'infériorité avec les autres équipes. Puis c'était un peu ça qu'on voulait, justement. Puis les frères Morissette, c'était vraiment c'était ça leur but ultime. Puis juste là, vite fait comme ça, une anecdote, là, quand on a gagné la Coupe du Président, habituellement, les équipes, après avoir gagné la Coupe du Président, c'était le gros party, puis c'était la parade, puis le ci, puis le ça. Puis nous autres, on est rentrés dans la chambre avec le champagne, tout ça. Puis Georges Morissette, un des propriétaires, est rentré dans la chambre, puis son speech, c'était « On n'a rien gagné. Et nous autres, on veut gagner la Coupe Memorial. La Coupe du Président, entre toi et moi, là, on sent... C'était vraiment ça. Là. Eux autres, la Coupe du Président, ils n'avaient rien à foutre. Là. Ils l'avaient déjà gagné avec les Titans. Et qu'eux autres, c'était vraiment la Coupe Memorial. Fait que, peux-tu dire que ça l'a... Puis c'était juste normal aussi parce que nous autres aussi, toute l'année, c'était ça notre but. Fait que je pense qu'on avait fait un petit peu le party ce soir-là. Puis on avait une journée de congé. Puis 2 jours après, on avait une pratique de patin pas de puck. C'était Michel Terrien, puis on était revenu vraiment. Puis il n'y a pas personne qui chialait. On savait que c'était ça notre but. Puis on est arrivé à la Coupe Memorial. Puis toute l'année, il y a tout le temps le classement canadien de toutes les équipes. Puis on était tout le temps classés 6, 7, 5, 4. Puis aussi, encore une fois, avec raison, on n'avait pas gagné le Québec depuis 25 ans. Même si on avait un meilleur record que toutes les autres équipes, ils nous mettaient quand même 4e, 5e tout le temps. Puis c'était toujours Guelph, le Storm de Guelph qui était premier. Puis je pense qu'ils ont été premiers presque toute l'année. Puis la première game à Coupe Memorial, on joue contre Guelph. On a gagné 8-0. Fait que je peux te dire que là, nice! on a commencé à croire aux prédateurs de Granby. Puis ils se sont dit, wow, OK, il faut les prendre au sérieux. La deuxième game, tu sais, c'est drôle, je t'en parle, puis je te dirais que tous les joueurs qui étaient dans cette équipe-là se rappellent exactement de tous les matchs, comment ça s'est déroulé. Puis ça a tellement été quelque chose de gros à l'époque que ceux qui l'ont vécu, c'est des souvenirs incroyables qui vont rester à vie. Là. Puis c'est ça, la deuxième game, on a joué contre Peterborough, qui était l'équipe haute. Puis eux autres, il y avait quand même une belle équipe aussi. Puis ce match-là, on l'a peut-être
pensé justement, tu sais, comme action, on a peut-être pensé qu'on était un petit peu meilleur vu qu'on venait de battre la meilleure équipe au Canada 8-0. Fait que je dirais qu'on est sorti un petit peu plus flat. Je pense qu'on l'avait perdu 5-2 ou 4-2 le match. Le troisième match, on avait joué contre Brandon, les Wheat Kings de Brandon. On avait gagné 3-1. Puis on était passé directement en finale. Puis en finale, on s'est retrouvé contre Peterborough dans leur building. Je ne sais pas si tu as vu des vidéos, là, il y avait de la brume cette journée-là. Ouais. Il faisait 26 degrés dans l'aréna. Fallait arrêter le match à chaque 5 minutes parce qu'il y avait tellement de brume. Fallait patiner alentour. Et que ça avait été quand même un match là, assez spécial à jouer avec toute l'émotion. Puis ce match-là, on avait gagné 4-0. Fait qu'on avait été notre gardien, là, Frédéric Deschênes, avait gaulé tout un match. Puis encore une fois, notre offensive, là, on avait quand même une équipe avec tellement de profondeur que je pense que ce match-là, justement, la profondeur a fait qu'on a réussi à vaincre Peterborough. Puis the rest is history. On est revenu avec la Coupe Memorial. Puis je te dirais, quand on est revenu, puis c'était pas à l'ère des médias sociaux, il n'y avait pas de cellulaire dans le boss après le match. Puis, Non, c'est ça. c'était Marc Lachapelle qui était journaliste, puis je pense que c'était Stéphane Leroux, puis il avait dit qu'on allait être de retour vers midi à Granby le lendemain. Puis, nous autres, on n'avait aucune idée. On arrive à Granby, puis je me souviens, le viaduc à Granby pour sortir de l'autoroute, il y avait du monde, il y avait des pancartes partout. Du viaduc jusqu'à l'aréna, il y avait du monde qui nous escortait, il y avait du monde partout. On est arrivé dans le parking de l'aréna. On est monté sur le toit de l'autobus avec les coupes. On avait la Coupe Memorial, Coupe du Président, puis le Trophée Jean Rougeau pour la saison régulière. Je me souviens, on avait les 3 coupes. On était monté toute l'équipe, puis tout le monde, c'était vraiment improvisé. Là, tous les gens, on avait tout entouré l'autobus. Vous autres, vous veniez de sortir du bus, là, vous veniez juste Ah d'arriver. ouais. Là. Ah ouais, non, aujourd'hui, il y aurait eu des vidéos, on l'aurait vu venir, mais là, c'était boum, on s'entendait tellement pas à ça que ça a été des moments là, vraiment incroyables. Puis la semaine d'après, on avait fait la parade. Je pense qu'il y avait comme 30 ou 40 000 personnes pour une parade junior. Puis je ne sais même pas s'il y avait ça de population à Granby dans le temps. Fait que, il y avait du monde de partout au Québec qui était venu voir la parade. Fait que, je te dirais que tout l'été, on a été reçus par. Je me souviens, on avait été aux expos, on avait fait toutes les places, on avait reçu, je pense, le premier ministre nous avait reçus. Non, ça avait été quelque chose de gros. Là. Puis, quelle belle manière de le raconter. En passant, je vois Danick Malone qui dit j'étais là, c'était malade, gars de Granby. Puis, ouais. ben oui, j'en doute pas. J'ai vu ses commentaires aussi sur la publication. Là. J'en doute pas. Puis, quelle belle manière tu as de raconter ça. On sent toute l'émotion. Écoute, on vient de revivre ça là, en quelques minutes, cette conquête-là. Là. Ça a dû être exceptionnel. Là. Toi, en plus, t'es à la fin de ta carrière junior. Ouais. C'est fou, là, finir comme ça. Là. Je sais pas si tu as vu des vidéos, là. T'as Francis Bouillon aussi qui jouait sur ses 20 ans. Lui, il était à sa dernière saison, puis il n'était pas repêché, il n'avait pas de contrat professionnel. Fait que peut-être, pour lui, c'était peut-être son dernier match dans du hockey compété. Lui, il était pas certain de son avenir. Fait que, je me souviens, Francis pleurait. On pleurait. La plupart des joueurs, là, je te dirais qu'on était tellement... on était tellement en mission, puis les gens me disaient, vous avez sûrement fêté après, vous avez sûrement fait un party incroyable, puis pour vrai, non. Je me souviens, on avait été à l'hôtel, les parents, la famille étaient tous là, puis je me souviens, j'ai une image qu'on était dans le corridor de l'hôtel, puis on avait tout un drink ou une bière ou peu importe, mais on était tous assis dans le corridor, puis on faisait juste jaser, brûler, là, comme si on avait tellement eu de pression à justement la ramener, cette coupe-là, au Québec, puis que c'était tellement une mission. C'était vraiment une mission, puis on dirait qu'on avait accompli la mission, puis là, toute l'adrénaline a tombé, puis je te dirais que ça n'a pas été le party que le monde aurait pensé qu'on aurait eu. Là. On s'est repris après, par exemple, mais le soir même, je te dirais que ça a vraiment, là, ça a été... c'est pour ça, comme tu sais, je m'en rappelle encore, parce que justement, on n'a pas fêté tant que ça. Là,
Ah, mais je comprends, la tank devait être assez vide, là. Je pense que Ah, c'est exactement le mot mission, ouais. Ah, littéralement. ça. Puis Hmm. le retour de la mission comme ça, écoute, je pense que ouais, la tank à gaz avait pas mal de TNT après Ah, tout ça. Solide, vraiment. J'aime ça, les anecdotes de même. Bon début d'entrevue. On commence fort, là, puis il yeah. reste pas mal de stock, là, en plus. Là. Attends, Euh, j'en ai une couple d'anecdotes sur les frères Malouin aussi après. Fait que, ah ouais, OK, ça, OK, on se garde du temps, c'est sûr, là-dessus, là. Euh, je veux qu'on enchaîne avec Washington. J'ai divisé ça pour les 3 équipes de la Ligue nationale pour qui tu as été dans l'organisation. Tu as aussi joué pour leur filiale dans la Ligue américaine. ouais. Le repêchage de la Ligue nationale en 1995, 5e ronde. Parle-moi, étais-tu sur place? Comment ça s'est passé? C'était à Ouais. distance? C'était où? Non, j'étais sur place, c'était à Edmonton. OK. Puis je pense que j'étais listé à peu près dans ce coin-là, là, peut-être fin de quatrième, début de cinquième. Puis euh, j'étais, euh, j'avais rencontré quelques équipes, parlé à, tu sais, quand même. Puis c'est drôle parce que l'équipe avec qui j'avais eu le plus, tu sais, as souvent un feeling, puis c'était Ouais. les Capitals de Washington. Puis à l'époque, c'était Gilles Côté, le scout québécois. Puis je pense que Gilles, il m'aimait bien. Puis je pense qu'il avait quand même poussé pour moi là, face à, tu sais, avec l'organisation là-bas. Puis j'avais comme un feeling, justement, quand en cinquième ronde, début de cinquième, Washington, je pense qu'il y avait le quatrième choix en cinquième ronde, quelque chose comme ça. Puis, comme défaite, c'est mon nom qui est sorti. Puis, à partir de ce jour-là, je te dirais que ça a été mon début, si on veut, de joueur professionnel. Mais ça a été, tu sais, c'est quand même, je te dirais, tu sais, tantôt, je parlais de la Coupe Memorial, qui était un moment incroyable dans ma carrière, mais plus au niveau collectif. Mais c'est sûr qu'individuel, se faire repêcher dans la Ligue nationale, tu es un joueur de hockey au Québec, je pense que c'est quand même un rêve qui devient réalité. Là. Même si être repêché, c'est juste le début. C'est quand même quelque chose de mettre le chandail, le gilet, puis une organisation de la Ligue nationale. Je peux dire que c'est un beau feeling. Mon père était là, mon oncle était là, quelques personnes de ma famille. Fait que ça a été, non, ça a été une des belles journées de ma vie, ça c'est certain. Hein. Ben oui, puis on voit ton sourire là, qui sort juste automatiquement là, quand t'en parles. J'adore Ouais. ça. Écoute, tout à fait. Là. On t'entend le dire, puis on peut comprendre le sentiment de être repêché dans la Ligue nationale quand tu es un joueur de hockey qui a tout fait pour ça. Vient Ah, de jouer, exact. de faire tous les sacrifices. Tout, tout est orienté vers ça. Puis en plus, tu as le feeling. Puis juste avant, là, t'as-tu tu dois te rappeler pile comment tu te sentais, les papillons dans le ventre. Quand tu entends l'équipe, là, ça fait Ouais. pas être un de mes petits, ça va être moi. Là, Mais c'est-tu. en plus, je te dirais que le pay feeling, là, ça doit être si, mettons, tu es un joueur qui est listé en première ronde, puis tu sors pas en première ronde, puis là, Ouais, il y en a souvent, ils vont tomber dans le draft, puis là, ils partent, puis finalement, ça doit être le pay feeling. Tu ça sais, c'est moi, sûr. comme moi, en première ronde, deuxième ronde, je le savais, ou troisième ronde, tu comprends? Tu sais, comme en Mhm. quatrième ronde, là, finalement, je suis comme sorti à peu près où ce que j'étais listé, fait que c'était pas si pay, mais tu sais, c'est sûr que t'as comme un sentiment des fois de. Tu regardes les joueurs qui sont repêchés, puis tu en connais quelques-uns, puis tu te dis, Mhm. coudonc, il me semble que je suis meilleur que lui. Ben oui, classique, Puis, là, ben oui. en tout cas, je ne suis pas hypocrite parce que je sais que c'est comme ça, c'est certain, c'est juste humain de se comparer. Puis, Ben oui. des fois, ça peut être frustrant aussi de voir des joueurs justement qui sortent, puis selon toi, tu penses que tu es meilleur que le joueur qui est sorti, fait que tu dis, ah, Colin, mais au bout de la ligne, c'est quand tu entends ton nom, tout ça, tu oublies ça. Dans le fond, tu veux juste être repêché, peu importe où. Le feeling est une fois que tu entends ton nom, puis là, tu descends, puis on dirait que ça va tellement vite Ah aussi ouais, que tu c'est n'as pas sûr. le temps de réaliser sur le coup. Mais une fois que, après, souvent, après le draft, tu vas rencontrer l'organisation, puis tous les joueurs repêchés, ils font une genre de petite réception. Fait que là,
Puis là, tu rencontres des entraîneurs. Souvent, il y a quelques joueurs de l'équipe qui sont là. Fait que ça, c'est là que tu commences à réaliser que, OK, ça, c'est vrai, là. Je suis proche, là. Ouais. Ouais. Parle-moi de le début de ta carrière pro dans l'organisation des Caps, première année dans la Ligue américaine, Ouais. où tu as joué quelques matchs, si je ne me trompe pas. Pas dans la Ligue nationale, non. Non, ça a été à la deuxième année, ça. Ouais, ma deuxième OK. année. Ouais, ma première année, j'étais à Portland. C'était Barry Trotz qu'on avait comme coach. Ça a été justement Barry Trotz. Il y a eu après son poste à Nashville, puis depuis ce temps-là, il est dans la Ligue nationale. Fait que finalement, c'est moi qui l'ai mis dans le show. Non, Nice. Mais, Nice. non, c'est ça. Fait que c'était Barry Trotz. Puis, tu sais, moi, j'étais pas le plus gros joueur. Dans ce temps-là, je pesais peut-être 100. Ma première année professionnelle, j'étais peut-être 172 livres. Là, fait que, tu sais, 5 et 10. Fait que j'étais pas, surtout dans cette époque-là, les joueurs de mon gabarit, c'était quand même assez rare. Là, fait que, il a fallu que justement que je me prouve de ce côté-là. Fait que j'ai tout le temps joué un style où je m'étais toujours dit, moi, que les camps d'entraînement ou chaque fois que je vais embarquer sur la glace, il faut que je me fasse remarquer. Peu importe la façon, que ce soit finir ma mise en échec. J'étais quand même un joueur qui aimait ça quand même, chirper, puis être en face des autres joueurs. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que j'aimais faire. Mais comme je t'ai dit, j'allais pas marquer un but, mais je voulais que justement quelqu'un me remarque, puis que justement que je devienne indispensable aux équipes, aux entraîneurs, aux ceux qui étaient là pour m'épier ou peu importe s'il y avait des recruteurs. Donc, c'était un peu ça mon mindset tout le temps. Puis c'est un peu ce que j'essaie de dire aux jeunes, présentement avec qui je travaille. Justement, si tu t'en vas dans un camp d'entraînement, ben c'est ça. Fais-toi remarquer, peu importe la façon. À chaque fois que tu embarques sur la glace, les recruteurs qui sont dans les estrades, les évaluateurs, ben, à chaque fois qu'ils voient ton numéro, ton nom, ben, ils mettent un crochet parce qu'ils ont remarqué quelque chose. Fait que si à chaque fois tu t'es remarqué, ben, à un moment donné, ils n'auront pas le choix. Fait que c'est un peu ce mindset-là que j'avais. Puis je te dirais que j'étais arrivé le camp, puis c'est au début de l'année, c'était peut-être un petit peu plus difficile. Souvent, c'est qu'est-ce qui arrive dans la Ligue américaine, c'est que tu as plusieurs choix de première ronde, deuxième ronde, puis ça marche dans la hiérarchie du draft. Hein, ben ça, oui, genre, oui. Les gars de la haie me le racontent à toutes les fois. C'est comme ça. Tu sais, juste un exemple, tu arrives au camp d'entraînement, mettons dans la Ligue nationale, puis le joueur première ronde, tu sais, comme présentement, le joueur première ronde, il joue dans le temps, c'était, mettons, Adam Oates puis Peter Bondra. Ouais, okay. Puis moi, mettons, j'arrive, puis j'étais avec Chris Simon, puis, tu comprends? Fait que tu comprends? Puis là, t'entends les dirigeants que tout le monde a une chance égale. En tout cas, pour moi, c'est de la bullshit, là. Écoute. Mais tu ne donnes pas la même chance que le joueur qui a été repêché en première ronde. C'est pas vrai, là. Tu ne donnes pas les mêmes ailiers et la même opportunité, là. Fait que c'est pour ça que ça, des fois, c'est pour ça que si t'es pas un top prospect, mais il va falloir que tu bûches un petit peu plus. Puis c'est un peu ce qui est arrivé au début de l'année dans l'américaine. Il y avait des joueurs, on avait eu 2 choix de première ronde, Brad Church puis Michael Lomo cette année-là. Washington avait repêché. Puis je pense que ces 2 gars-là n'ont jamais joué un match en Ligue nationale. Fait que c'est pour ça que. Et puis même cette année-là, justement, à la fin de l'année, je suis certain que dans l'évaluation, j'étais quand même, peut-être, j'avais passé en avant 2 autres. Fait que plus que l'année allait, plus que j'avais plus de temps de glace. Puis je me souviens même que ces gars-là étaient LT Scratch quand on avait joué, on avait commencé les séries. Puis moi, j'étais dans l'alignement. Fait que. Puis je me souviens une fois, Barry Trotz, il m'avait mis LT Scratch. Puis on n'avait pas bien joué. Puis j'étais une recrue qui parlait pas bien anglais. Puis dans ce temps-là, dans la Ligue américaine, tu avais quand même des vétérans aguerris là, de 32, 33, 34, 35 ans. Il n'y avait pas la règle des matchs. Hein, non, c'est ça. Aujourd'hui, tu vois ça un peu moins. La Ligue est quand même jeune. Fait que tu avais quand même des vétérans. Puis je me souviens, Barry Trotz, dans l'autobus, il s'était levé, il était venu me voir. Puis devant tout le monde, il avait dit « Je suis vraiment désolé, Ben. » Il dit j'ai fait une erreur.
j'aurais pas dû te mettre healthy scratch. Il dit, je te promets que ça n'arrivera plus. Puis il avait comme envoyé un message aux autres, dans le fond, que c'est ceux qui avaient pris mon spot, ils n'avaient sûrement pas fait le job. Fait que ça m'avait donné confiance après. Ouais. Après, je te dirais que j'ai fait ça là, dans les semaines suivantes. Là, je me souviens que ça avait vraiment débloqué le côté. Surtout, la confiance, je ne peux pas te mentir que c'est pas mal 90% du succès d'un joueur de hockey là, dans mon livre à moi. Là. Dans le sens où, puis là, écoute, je veux pas paraphraser, puis je viens. Ce que tu dis au contraire, je trouve ça super intéressant. Dans le sens, la confiance où, quand tu n'es pas en confiance, tu réfléchis sur la patinoire, tu tiens ton hockey serré, tandis que quand tu es en confiance, la chaîne est bien rodée. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu veux dire ça? Tellement, puis c'est que, en même temps, c'est tu sens que tu as la confiance de ton entraîneur. Puis ça aussi, si tu fais une erreur, ben le chiffre d'après. Tu ne vas pas mettre ça à 4 à la première erreur. Là. Exactement. Ou quand tu sais que surtout quand tu es sur la bubble, tu es sur la 4e ligne, si tu joues moins bien une game, mais là, la game d'après, tu es healthy scratch. Ouais. C'est ce côté-là aussi qui. Mais tu as raison aussi, c'est quand tu n'as pas confiance, puis tu sais que justement, tu fais une erreur, puis là, tu restes souvent. Avec ton erreur. Mais quand ça va bien, tu fais une erreur, tu l'oublies ton erreur parce que tu penses tout de suite à ce qui s'en vient next. Tandis que quand ça va moins bien et tu as moins de confiance, mais là, souvent c'est ça, tu vas rester dans le passé. Puis quand tu restes dans le passé, c'est que tu vas influencer ton futur. Fait que j'ai l'air un peu philosophe, mais c'est vraiment. Non, mais ben oui, mais écoute, il y a toute cette partie-là aussi. Puis moi, j'en parle souvent dans mes entrevues. Il y a tout le côté, oui, ça glace, les points, les performances, mais il y a tout le côté l'être humain aussi là-dedans, là, qui fait des choix, comment il se sent. Tout est une question de timing, de contexte, de fit avec l'entraîneur, la ville, le staff, etc. Là. Le hockey, c'est bien plus que tous les petits détails d'un back-check, puis un forecheck, puis un but compté, puis ci, puis ça. Là. C'est 24 heures sur 24. C'est toutes sortes de petites choses. Puis moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, ce petit commentaire-là par rapport à la confiance. J'aimerais ça que tu me parles. On fait un saut à l'année suivante de ton premier match dans la Ligue nationale. Là, on a parlé du draft puis du sentiment spécial. Tu dois te rappeler de ton. As-tu fait un tour? Avais-tu ton warm-up? Je sais pas. As-tu un souvenir particulier associé à ça? Tu parles d'anecdote, j'en ai une bonne pour toi. Tu vas voir, tu vas le mettre aussi. Je me fais rappeler, je me souviens, Washington jouait en Floride, comme les Panthers, je pense, les Panthers. Puis je me fais rappeler, j'appelle mes parents, j'appelle ma famille, mes chums. Je m'en vais, j'étais rappelé, je prends l'avion. Je m'en vais à Portland, je jouais à Portland, Maine. Puis je prends l'avion, je pense que j'avais une escale à Boston, puis c'était Boston, Miami. Puis cette journée-là, il y avait bien de la brume. Puis fait que j'étais à Portland, puis je pense que l'avion a été retardé d'une demi-heure ou une heure. Fait que j'attends. Fait que je prends l'avion finalement, mais j'arrive à Boston, puis l'escale, je manque mon vol pour Miami. Puis, mais là j'appelle, il y a tout le temps quelqu'un qui est en charge pour t'aider à trouver les billets, tout ça. Fait que, il dit, OK, reste là. Il dit, je vais essayer de te trouver un autre vol. Fait que j'attends. Pas de nouvelles. Une demi-heure, une heure, là, j'attendais quand même assez longtemps. Il me rappelle, il dit, écoute, on n'a pas réussi à trouver un vol qui arrive à temps pour le match à soir. Fait que finalement, on t'a repris un vol pour retourner à Portland. Non! La première game, finalement, je suis retourné à Portland. Et que ça n'a pas été, le premier match que j'avais espéré. Fait que là, tu sais, des fois dans la vie, tu sais pas le timing d'un coup que je retourne, je me blesse, puis après, tu sais, des fois, ça peut être juste tout à fait, là. Ça aurait pu être la seule chance. Oui, c'est ça. Fait que finalement, je pense qu'il m'avait rappelé 2 jours plus tard, par exemple. On jouait à Pittsburgh. Fait que, écoute ça encore, ça s'arrête pas là. Fait que j'arrive à Pittsburgh, puis on a un pre-game skate le matin. J'arrive genre peut-être à 8h30 ou 9h à Pittsburgh. Puis le pre-game skate, je me souviens plus à 11h ou 10h30, là, peu importe. Fait que je prends un taxi de l'aéroport à l'aréna. Je m'en allais direct à l'aréna. Puis
J'arrive en plein milieu, on est sur l'autoroute, pow, sec, un flat, je te dis, le pneu explose. Puis là, le taxi s'en va, on se parque sur le bord de l'autoroute. Là, j'ai dit, ça n'a pas de sens. Je vais-tu jouer? Y a une Hey, tu malédiction? devais Quelque chose? J'ai été capoter. jinxé. Je sais que je jouerai jamais ma première game de la Ligue nationale. Ça se peut pas. Fait que là, finalement, je suis arrivé comme en retard pour le pre-game skate. Fait que finalement, je fais comme la moitié du pre-game skate. Je me dépêche. Tu sais, t'es nerveux en plus. Ben oui, c'est sûr. Intimidant. Là. Puis en plus, tu sais, Washington, il y avait quand même une équipe de vétérans, des gars comme Dale Hunter, Kelly Miller. Il y avait quand même, je te dirais, tu sais, fait que c'était quand même une équipe qui était intimidante aussi pour un jeune. Fait que, fait que là, hey, finalement, je joue mon match à Pittsburgh. Je me souviens, le premier chiffre, je me souviens, j'ai pris un face-off dans zone offensive contre Ron Francis, Jagger, puis Martin Straka. C'était la ligne, ça. Je m'en souviens encore. J'ai gagné mon face-off. Nice. On a passé une couple de minutes, pas une minute, peut-être une minute dans leur zone. On a eu vraiment une bonne présence. Fait que, mais c'est fou, tu sais. C'est des choses qu'on va se rappeler, que je me rappelle encore, là, comme si j'étais là encore. Là. Ouais, c'est Je me sûr. souviens du deuxième chiffre ou du troisième chiffre, mais du premier chiffre, là, je me souviens encore comment j'ai gagné mon face-off. Puis, fait que ça a été finalement ma première game. Ben écoute, j'imagine qu'un face-off dans la zone offensive contre la ligne de Jagger, Ron Francis puis Straka, je pense qu'il t'a jamais sûrement dû autant vouloir gagner un face-off de toute ta vie. J'imagine que ça devait être all-in ce Ah, face-off-là. Là. c'est sûr que je ne le perdais pas. Là. Chiffre de valeur, c'est exceptionnel. Là. C'est exceptionnel, puis je trouve ça fou. Moi, j'adore revenir sur ces moments-là parce que je trouve ça fou de voir. Tu sais, on voit un peu la beauté de l'être humain dans ces moments-là, à quel point on se rappelle de des petits moments précis comme ça. Exemple, ces chiffres-là là, contre ces trois joueurs-là, je suis sûr que tu te rappelles pile poil. C'est exactement comment tu as gagné ton fait ça, l'emplacement, comment le puck est tombé, là, littéralement. Là. Puis c'est exceptionnel, tu sais, ça, à quel point des petits moments de même peuvent être marquants. C'est sûr, écoute, un premier match de la Ligue nationale, après cette épopée-là, là, c'est quand même fou, ça. Le moment où le pneu du taxi a explosé, là, tu devais capoter. Le stress devait être à 200% là, à ce Ah, moment-là. Comme tu as dit, là, voyons, j'ai été jinxé ou c'est ah quoi ouais. ça? Là? Je veux dire Non, que j'ai sûrement pas bien dormi, je pense, l'après-midi pour mon pre-game nap. Ça, c'est sûr que je me souviens que j'étais quand même assez nerveux. Là. non, ça, j'en doute pas un instant. Parle-moi de ton premier point. Ça a été quelques matchs plus tard? Ouais, c'était le premier point, c'était contre Buffalo. À Buffalo, j'ai passé en arrière du filet, j'avais passé je me souviens plus c'était dessus, je me souviens plus à qui j'avais passé la rondelle. J'avais fait quand même une belle passe. Ça, c'était quand même une passe, des fois, c'était pas une deuxième Non, assist. non, ouais. Quand même un beau jeu. Là. Puis, mais ça va tellement vite. Je me suis fait rappeler, là, je fais une page dans la Ligue nationale. On dirait que tu réalises pas au début euh, que c'est comme après, tu regardes ça après, puis tu dis OK, ouais, OK, là, je suis là, j'ai fait un point. Puis là, après mon premier but, ça aussi, ça a été quelque chose de spécial là, c'était contre Saint-Louis, Grand Fuhr en plus, qui est quand même Ouais, un Hall ben of oui. Famer. J'ai eu la chance de jouer un petit peu avec après. Mais non, ça c'était un but, une déviation en avant du filet. Là, je passais, puis j'ai dévié la rondelle. Puis je dirais que ça aussi, c'est quelque chose qui reste marqué à vie. Peu importe le joueur, la carrière que tu as, tu te souviens toujours de ton Ben premier. oui. Ça, c'était avec les Caps ou avec les Flames, le Avec les premier but? Caps aussi, ouais. C'était avec les Caps aussi. Ouais. Dans cette même saison-là? Non, je pense que c'était l'année d'après, je suis pas OK. sûr. Je me souviens pas exactement, ouais. OK. Puis, Ouais. parle-moi du contraste entre un peu faire la navette, jouer quelques matchs de la Ligue nationale quand tu retournes en bas. Ça se passe comment? Comment tu deals avec le fait que la Ligue américaine, c'est quand même pas c'est quand même un très bon calibre. Là. Si je veux dire, tu te fais renvoyer en bas, là, tu peux pas t'apitoyer sur ton sort et tomber dans une spirale négative. Là. Faut que tu sois capable de performer. Puis il faut aussi que tu te dises faut que je rebondisse le plus vite possible si je veux retourner en haut.
Fait que comment tu fais pour garder cette attitude-là quand tu es dans cette chaise-là de peut-être un peu le négliger, là, ou des Mais, fois, on me donne-tu ma chance, on m'en donne-tu pas? Ça doit pas être évident. non, c'est pas évident. Puis je te dirais que, tu sais, moi, à cette époque-là, tu sais, je parle comme si j'avais 70 ans, mais tu sais, ça a quand même beaucoup changé aujourd'hui. Tu sais, je pense qu'il y a plus de communication. Moi, je te dirais que, tu sais, c'était plus, dans ce temps-là, c'était no news, good news. Tu sais, fait que souvent, tu savais pas trop, là. Non, Puis c'est ça. les entraîneurs, ils te parlaient pas. Fait que souvent, quand ils te parlaient, justement, c'était souvent une mauvaise nouvelle. Fait que tu voulais pas, justement, qu'ils te parlent. Fait que c'était vraiment, je te dirais, tu sais, mentalement, quelqu'un qui était plus fragile entre les deux oreilles, je te dirais que c'était une jungle qui était pas, c'était pas évident comment je pourrais dire ça, à vivre, tu sais, l'expérience, tu sais, Des c'est comme gros highs, c'est un gros ouais, high, ouais. là. Puis, tu sais, quand tu reviens en bas, je me souviens pas, mettons que le coach m'ait rencontré pour me dire OK, ils ont bien aimé ça, on aimerait, tu sais, ils veulent que tu travailles sur ça. Tu sais, ils me descendaient puis ils me disaient pas pourquoi. Là. C'était vraiment, je te dis, c'était vraiment comme ça. Fait que c'était vraiment, il fallait que comme je te dis, il fallait que tu sois fort entre tes deux oreilles puis que justement, que tu te parles. Puis, tu sais, c'est sûr, j'avais mon agent, j'avais ma famille, mais tu sais, les coachs en tant que tels, je te dirais que c'était pas la communication, là, c'était assez basic, merci. Là. Fait que je te dirais que c'était pas évident. Puis j'ai quand même vécu beaucoup de up and down. Là. J'ai été rappelé, il y a des fois, il y a des années, j'ai été rappelé 7-8 fois dans la saison. Là. Fait que c'était pas vraiment le yo-yo. Là. Euh, puis, tu sais, c'est ce que, pas que je regrette, mais que j'aurais aimé. J'ai toujours été un peu, tu sais, ça bobo. J'ai jamais, tu sais, il n'y a jamais Mhm. été, tu sais, avoir mon poste Un que je dirais régulier, là, je pas comprends, là. régulier. Tu sais, il y a pas, je dirais pas assuré, parce qu'il n'y a jamais un poste qui est assuré, mais Non, non. tu sais, un poste régulier où ce que tu sais que si tu joues moins bien, mais tu sais, c'est pas grave, tu vas être là le lendemain. Tu sais, j'étais comme. Fait que, tu sais, ça, c'est comme on parlait de confiance tantôt, mais tu sais, quand tu sais que si tu joues Pas pas de un bon marge de manœuvre, là, genre le zéro, là. lendemain, c'est pas que tu n'es pas dans le line-up, c'est que tu n'es même plus dans l'équipe. Tu t'en vas dans les mineurs. Fait que c'est pas. Non, c'est pas évident. Ça a dû te forger, j'imagine, comme joueur, par contre, de vivre ça dans ta vingtaine. Comme dans le junior, tu es un super bon joueur. Je n'ai pas les statistiques devant moi, mais bon, de super bonnes stats. J'imagine que ça a été la première adversité, là, si tu me prêtes l'expression, depuis longtemps, quand tu es arrivé chez les pros, puis là, tu sais, Ouais, ronge ton frein un peu. C'est un peu ça là, qu'on te disait en début de ouais, carrière. Là. Puis ça. écoute, comment tu as trouvé la force de continuer? Puis après ça, je veux qu'on parle de la transition entre Washington et Calgary. Quand tu arrives dans une nouvelle organisation, as-tu l'impression que les choses vont être différentes? Et est-ce que ça a été le cas? Ben, pour ta première question, tu sais, comment j'ai dealé avec ça, quand ça m'a forgé, oui, c'est sûr que. Mais encore une fois, tu sais, moi, j'ai quand même été élevé à la dure junior majeur. Tu sais, j'avais quand même Michel Terrien comme coach, Mm. les frères Morissette, où ce que. Tu sais, il n'y avait pas de demi-mesure. C'était inacceptable. Tu sais, c'était toujours 100, faut que tu donnes ton 100%. Puis si justement tu joues un mauvais match, ils te le disaient. Eux autres, ils te le disaient. Puis le lendemain, je me souviens que même à Laval, je me souviens qu'on pouvait rentrer. On pouvait rentrer au Colisée de Laval, on pouvait rentrer en arrière, puis par le devant aussi. Puis quand on rentrait par en arrière, il fallait passer devant le bureau de Michel Terrien. Euh, Puis quand je me souviens, quand on gagnait, on rentrait tous par en arrière. Quand on perdait, tout le monde se parquait en avant parce qu'on ne voulait pas passer devant son bureau. Fait que tu vois-tu comment Ah, c'était. ouais. Mais tu sais, c'était cette époque-là. Puis Michel, il a évolué avec le temps aussi. Là. Michel Terrien, c'est pas le même Michel Terrien qui coachait quand je jouais junior, mais Non, c'est c'est la sûr. même chose de Bob Hartley. Tous les coachs de cette époque-là, c'était quelque chose. Mais non, mais c'est ça. Fait que, j'avais comme vécu ça quand même junior. Fait que quand je suis arrivé dans la Ligue américaine, Ligue nationale, euh, c'était quasiment plus facile parce que je trouvais que les coachs étaient comme Tout avait une éthique, là. ouais, ouais, puis
il y en a qui trouvaient ça difficile parce qu'ils n'avaient peut-être pas vécu la même chose junior, mais nous autres, c'était tellement. Puis je me souviens, mettons à Laval, on perdait un match, c'était une pratique de patin le lendemain. Tu sais, automatique. On n'avait pas le droit de perdre. Fait que c'était une pratique de patin, puis c'était normal. Puis je me souviens, les frères Morissette, ils étaient sur le bord de la bande, les bras croisés de même avec l'air bête, puis tu n'avais pas le choix. Là. C'était une pratique de patin. Une chance qu'on ne perdait pas souvent, puis ils n'ont jamais eu des équipes perdantes. Je peux te dire que ça n'aurait pas été. On ne perdait pas beaucoup. Fait que, à chaque fois qu'on perdait, on le savait. Le lendemain, c'était. Puis le pire, c'est que c'est à Granby. Quand j'étais arrivé à Granby, les frères Morissette, eux autres, ils habitaient sur la rive nord de Montréal. Fait qu'ils étaient moins présents que quand on était à Laval. Fait que les pratiques de patin, on a un peu moins eu à Granby quand on perdait parce que les frères Morissette, ils ne venaient pas aux pratiques. Nice. C'est pour ça, puis je suis arrivé professionnel, puis les pratiques de patin, on n'avait presque pas. Fait que, pour vrai, il y a ce côté-là, ça a été comme plus facile, puis on dirait que j'avais moins ce stress-là de me faire ramasser par les coachs, mais c'est sûr qu'il y a une pression quand même qui vient avec la performance, puis tu veux monter, puis tu veux, fait que c'est comme une autre facette, un autre côté qui quand je suis arrivé professionnel, que j'ai vu qui était quasiment plus facile pour moi. Non, mais c'est bien exprimé, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des joueurs avec plus de talent qui avaient de la misère à avoir une certaine régularité ou définitivement, parce qu'il n'y avait pas cette éthique-là, cette manière de travailler là où, écoute, on t'apprend qu'il n'y a pas de soir de congé, là. C'est ce que je comprends de tout ça, là. Non, c'est super intéressant. Puis je te relance avec ma deuxième question, qui était, excuse, ma question était longue, là, mon erreur, là, qui était la transition entre les deux organisations, entre Washington et Calgary. Puis, tu sais, dans ta tête de joueur de hockey, j'imagine que quand tu as fait un peu la navette comme ça, où tu as eu un petit peu ta chance, mais j'aime beaucoup comment tu dis que si tu joues un mauvais match, ben c'est soit tu sors du line-up ou tu n'es même plus dans l'équipe. Fait que, c'est un peu. Tu sais, quand tu joues avec le fusil sur la tête, là, moi, j'aime pas m'en dire dans la vie, là, autant au hockey que dans n'importe quoi. Quand tu as ton fusil sur la tête, c'est sûr que tu vas faire une erreur. Parce que tu as tellement peur de faire une erreur. Quand tu anticipes quelque chose de négatif, souvent ça arrive. C'est souvent un concept qui revient aussi dans les entrevues par rapport à des joueurs de hockey qui ont expérimenté des choses qui relatives à ça. Encore une autre question, mais il y en a seulement une cette fois-là, qu'on ne se perdra pas. Fait que pour le parallèle entre l'organisation à Washington, autant dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine, puis à Calgary, toi, tu arrives là-bas, c'est quoi ton feeling? Tu es content, pas content? Tu as espoir, moins espoir? Comment ça s'est passé? Tu sais, juste pour te remettre dans le contexte, là, j'avais terminé la saison avec Washington, puis je me souviens, Washington ne faisait pas les séries, puis il restait, je pense, 9 matchs ou 7 matchs à la saison. Puis j'avais été rappelé. J'avais fini avec 4 buts, je pense, 4 buts, 3 passes en 7 games. OK. Puis je me souviens, il m'avait mis avec Adam Oates, puis Peter Bondra, justement, à l'aile. J'avais joué à l'aile avec eux autres. Puis je me souviens, il y avait une game, j'avais eu 2 buts, puis j'avais pogné un poteau à la fin. J'avais fallu à faire un tour du chapeau. Fait que, puis là, c'était la fin de la saison, puis mon contrat venait à échéance. Fait que j'étais quand même dans une belle position. C'est sûr que j'étais agent libre avec restriction. Puis c'était l'année c'était Atlanta qui arrivait dans la ligue, il y avait l'expansion. Puis chaque équipe devait protéger comme ils font aujourd'hui. Il fallait qu'ils protègent, je pense que c'était 9 attaquants. Puis j'avais été protégé dans les 9 attaquants. Fait que, tu sais, là, dans mon livre, là, je commençais justement à croire que Colin, OK, peut-être que s'ils me protègent sur 9, habituellement, ils prennent quoi, 13, des fois 14 attaquants. Là, ils me protègent dans les 9. J'ai une chance, là. Oui, exact. Fait que moi, je m'en vais dans l'été, confiant. Je me mets sur un programme d'entraînement solide, sérieux. Je suis à mon affaire. J'essaie justement de devenir un petit peu plus fort physiquement, travailler sur mon explosion. J'arrive, je pense que c'était 3 semaines avant le camp d'entraînement. Je reçois un appel. C'était George McPhee, le GM à Washington, qui m'annonce que. Puis, excuse, j'avais signé. Fait que c'est ça, je signe un contrat après qu'eux autres, 3 ans. Quand même un bon contrat. C'est sûr que c'était un two-way, mais quand même, un bon contrat. Fait que, tu sais, ils ont de l'intérêt pour moi. Puis je me fais échanger, boum, 3 semaines avant le camp.
Là, j'arrive à Calgary, tout nouveau, un peu shaké. Je te dirais que, tu sais, j'aime pas ça dire choqué, mais c'est un peu ça. Tu sais, j'ai pas eu un bon camp d'entraînement. Je suis arrivé là-bas, puis je me souviens, on a été coupés. Tu sais, c'est sûr qu'il y a les premières coupures, parce que c'est les juniors au début qui sont coupés. Mais la première coupure des joueurs professionnels, je me souviens encore, là, c'est moi, Steve Bégin, puis Martin Saint-Louis. Steve, il nous l'a conté, ça, Ouais, au podcast, cette ouais. coupure-là, que lui était sur le cul, Ouais. là. Première cote Les de trois, même. les trois French guys, on a été coupés en même temps. Je te dirais que, tu sais, j'aime pas ça. Quand on commence à parler un petit peu du côté. Tu sais, des fois, on parle des Québécois sont un petit peu pas discriminés, mais tu sais, je l'ai vu dans ma carrière. Tu sais, je ne commencerai Ouais, ouais. pas à. Non, non, je comprends ce que tu veux dire, là. Et surtout dans, tu sais, dans l'Ouest aussi, ils ont comme le petit le côté, tu sais, je dirais pas raciste, mais tu sais, ils ont un petit côté où ils vont prendre leurs joueurs de la région. Puis c'est correct, tu sais. C'est ce que je trouve qu'ici, on ne fait pas assez souvent, là. Mais Uh-huh. c'est un autre sujet qu'on pourrait en Ouais. parler pendant des heures. Mais non, c'est ça. Fait que je me souviens, je me souviens même, on était à l'hôtel, puis on était dans le jacuzzi, je pense, de l'hôtel, les trois, puis on était un petit peu en train d'essayer de se réconforter un l'autre. Là, souvent, quand tu te réconfortes en joueur de hockey, ben, tu peux dire des choses un petit peu méchantes sur d'autres joueurs. Je me souviens non, c'est ça, que c'était quand même des bons joueurs aussi. Puis je te dirais qu'il y en avait que. Juste Martin Saint-Louis, je n'ai pas à te dire que c'était. J'ai On sait pas à c'est qui. commentaire, c'est ça. Fait que, il y avait des joueurs qui avaient passé avant lui. Puis entre toi puis moi, Martin Saint-Louis était pas mal meilleur que les autres, mais c'était comme ça. Fait que c'est ça. Fait que, mais tu sais, au-delà de ça, moi, personnellement, j'avais pas eu un bon camp d'entraînement. Puis, fait que c'est ça. Fait que été descendu après les mineurs. Puis, je me souviens, j'avais commencé la saison avec Martin, justement, sur la même ligne. Puis, on était partis en feu, là, ben, plus lui que moi, là, mais moi aussi, quand même. Là, c'est sûr que avec lui, c'était quand même. Disons que ça rend la vie un petit peu plus facile. Fait que, non, c'est ça. Puis Martin avait été rappelé quand même assez tôt. Puis, moi et Steve, on avait été up and down là, pas mal toute la saison, là. Puis, est-ce que c'était un. Tu sais, comment vous avez pris ça, tu sais, sans tomber là, dans tu sais, les Québécois dans l'Ouest, puis tu sais, la Ouais. discrimination. Puis, je comprends à 100% ton point, puis je pense pas qu'on a besoin de faire de dessin à personne, là, que même un peu, tu sais, oui, dans l'Ouest, mais un peu partout à travers la Ligue, je veux dire. Non, t'as Mais raison. ça reste pas facile pour un joueur francophone Mm. qui a un anglais avec un accent du Québec. Tu sais, en tout cas, c'est tant le petit Frenchie, puis bon, on connaît la toune là, avec ça. Là, vous êtes les trois au camp. Je veux dire, avant que le camp commence, là, êtes-vous hype? Les trois ensemble, avez-vous déjà une relation? Est-ce que vous vous connaissez? Puis, tu sais, comprends-tu ce que je veux dire? Quand la coupure est arrivée, les trois en même temps, c'était-tu genre, en plus les trois en même temps? Ou, y avait-tu quelque chose qui vous unissait, toi, de te faire échanger comme ça après avoir signé 3 ans? Je veux dire, ça devait être tout qu'un combinaison d'événements aussi en même temps, sans excuser ce qui s'est passé ou quoi que ce soit, là. Non, c'est sûr que ben, je connaissais pas Martin, juste de nom comme ça, puis on se connaissait un petit peu parce que entre Québécois quand même, c'est un petit monde. Puis Steve, la même chose. C'est sûr qu'on a commencé, on a créé des liens quand même assez rapidement. Mais c'est sûr que au-delà de ça, on compétitionne quand même un contre l'autre pareil. C'est C'est sûr ça, ouais, ouais. rester moi puis Steve puis Martin, on a eu une belle relation, mais au bout de la ligne, tu compétitionnes contre lui pareil, tu veux pas. En plus, t'es attaquant. Fait que je te dirais que c'est ce côté-là de la Ligue américaine qui est moins le fun. C'est dur quand même créer un esprit d'équipe dans la Ligue américaine parce que C'est oui, moi, moi, moi. Moi, je ben, veux monter. Fait oui, exact. Tandis que junior majeur ou junior majeur ou ce que. Je trouve que c'est le côté plus pur de la game encore une fois. Ça reste. Ça, mm-hmm. ça devient une business. Puis
c'est sûr qu'il y a un moment donné où ce que tu dois quand même être un professionnel aussi, mais veux pas, il y a des années dans l'américaine où ça a été plus difficile côté esprit d'équipe, côté camaraderie, justement à cause de ce côté compétitif-là où ce que tout le monde veut monter, tout le monde veut faire sa place. Fait qu'il y a un petit peu de jalousie souvent qui va se créer. Lui, il joue plus que moi, lui, il a plus d'avantages numériques. Moi, je comprends pas pourquoi. Fait que, je te dirais, honnêtement, la paye place pour coacher dans le monde du hockey, c'est la Ligue américaine. Puis, tu peux avoir une game, tu fais ton pre-game skate, l'après-midi, tu perds tes joueurs, ton meilleur défenseur, ton meilleur goaler, juste de même. Là. Fait que c'est pour ça que, honnêtement, les coachs dans la Ligue américaine, je leur lève mon chapeau parce que c'est pas évident. Puis comme je te disais aussi, il faut que tu rendes tout le monde quand même à l'aise. À l'aise, puis tout le monde, là, aujourd'hui, avec les jeunes aujourd'hui, il faut vraiment, dans mon temps, tu jouais pas, ils te disaient pas pourquoi, Aujourd'hui, il faut. Faut que tu expliques, faut que tu aies des raisons, faut. C'est correct, c'est rendu comme ça. Moi, je suis quand même d'accord avec ce côté-là. Est-ce que des fois, c'est exagéré? Maintenant, des fois, je trouve qu'on a passé un petit peu comme trop de l'autre côté. Est-ce qu'avant, dans mon temps, justement, c'était exagéré aussi de ne pas communiquer? Oui. Mais c'est ça, c'est pour ça que quand je dis dans les américaines, coacher, c'est pas évident. Puis là, je me suis égaré de ta question, par exemple. Là, non, mais c'était intéressant, là, mais on parlait de. Je te demandais si vous avez déjà créé des liens comme ton arrivée. Tu as relativement répondu. Je t'ai dit, veux pas, entre Québécois, quand tu joues dans une équipe, on a quand même les mêmes intérêts, on a la même culture. Puis je te dirais que au Québec, on a quand même une culture un peu différente du reste de l'Amérique du Nord. Là, je te dirais. C'est sûr qu'entre Québécois, je te dirais qu'il y a un bond qui se crée assez rapidement. Non, clairement, clairement. Super intéressant. Je parlerai plus de ton passage avec les Flames, mais on va enchaîner avec l'organisation du Canadien parce que là, écoute, c'est intéressant et le temps file. Je veux qu'on parle de ton passage, bien sûr, avec le Canadien. Comment ça s'est passé entre les Flames et le Canadien? Ça, c'est une autre histoire. Tu vois, j'en ai des bonnes. Écoute, regarde ça. Là, j'étais à Calgary, puis j'ai fini l'année. Je pense que Steve était là aussi. On a fini l'année. Je pense que j'avais été rappelé quasiment après Noël, puis j'étais resté là un bon bout. Là. Je ne vois pas tous les matchs, mais j'étais resté avec l'organisation, avec l'équipe. Puis à la fin de l'année, les Flames, on n'a pas fait des séries. Puis à Saint-Jean, on avait une Christie de belle équipe. Là. Une équipe pour aller loin. Puis je me fais descendre à la fin de l'année. Puis dans ce temps-là, c'était moins clair, les waivers, puis le balotage. Puis même que moi, je n'étais même pas au courant, mon agent non plus. Puis il y avait comme une clause qui a fait que il fallait que je passe au balotage. Mais Calgary n'était même pas au courant. En tout cas, mais là, il y a une équipe qui était plus sharp que. En tout cas, ils ont fait une erreur, puis c'était Montréal qui ont vu que. Fait qu'attends, là, j'arrive, je me fais descendre à Saint-Jean, le club ferme. Je me souviens, c'était Jim Playfair, notre coach. Il m'appelle juste j'avais pratiqué avec l'équipe parce que au balotage, c'était 3 jours. Je pense dans ce temps-là, c'était 3 jours pour pouvoir passer, pour te faire prendre. Fait que je pratique une journée. Le lendemain, je pense que c'était la journée de la game. On jouait contre Portland, mon ancienne équipe. Avec Washington, je me souviens, on jouait contre Portland. Puis Jim Playfair m'appelle, il dit viens, il faut que je te parle, viens à mon bureau. Fait que je m'en vais à l'aréna, il me dit j'ai une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle. Je dis OK, ben commence avec la mauvaise. Il dit tu peux pas jouer dans les séries. J'ai dit comment ça? Ben voilà ta bonne nouvelle, tu as été pris au balotage par le Canadien de Montréal, puis il sait que je viens de. Fait que pour lui, il savait qu'un jeune Québécois, c'était un rêve. Sauf que vu que Montréal m'avait pris ses waivers, j'appartenais maintenant à Montréal, mais l'affaire, c'est que Montréal ne faisait pas les séries non plus. Fait que je me suis ramassé chez nous comme ça. Boum. Ah, puis dans A? Dans A, si Montréal, c'était... il fallait qu'il te waive. Il fallait qu'il me remette ses waivers. Puis c'était les Citadelles de Québec. Fait que sûrement que Calgary m'aurait repris tout de suite, tu sais. Fait que, non, je te dis, c'était... Fait qu'encore une fois... mauvais timing. Puis ont-tu gagné la coupe?
Saint Ils ont John? gagné la coupe, ouais. Je te crois pas. Et l'année d'après, je pense, les Flames, tu sais, moi, j'avais fini l'année, puis j'étais quand même un dans la hiérarchie, je pense, qui était un des joueurs où qui avait potentiellement des chances que je commence l'année d'après. Puis, comme des faits, je pense, on a gagné la coupe, puis je pense qu'il y a 6 ou 7 joueurs qui ont fait Montador, Steve, Marty Murray, Chris Clark, Jeff Cowan. En tout cas, il y en avait une gang qui ont monté avec les Flames l'année d'après. Fait que, Fait qui que ont là, fini. attends, là, ce que tu es en train de me dire, là, c'est qu'avec les Caps, t'étais pas loin, puis là, un trade. Puis là, la même affaire, mais une clause de wave que personne n'avait vue, que si tu t'étais rendu à ce fameux camp-là, là, qui arrivait après, bien sûrement que tu aurais fait l'équipe. Tu sais, tantôt tu parlais qu'il y a tellement de choses qui fait que, mais tu sais, le timing aussi, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je commençais à mettre les pieds dans l'organisation, souvent, tu sais, je partais tout le temps un peu au bas de l'échelle, puis je réussissais tranquillement C'est ça, ouais. à faire ma place, puis boum. Mais, tu sais, là, j'en parle, mais tu sais, je veux pas avoir l'air du gars qui utilise ça comme excuse. Tu sais, à un moment Pas en donné, tout, là. Moi, je sens pas ça, pas en tout, là. On mais jase, là. c'est vraiment des faits qui sont arrivés. Puis, mais encore une fois, est-ce que j'aurais fait l'équipe l'année d'après? Ça, c'est des si. Puis, Ben c'est oui. des choses qu'on peut pas Mais je savoir. trouve que c'est quand même une belle démonstration d'à Ouais. quel point ce monde-là. Ah non, Écoute, là, c'est c'est, pas des c'est, fois, c'est pas ça toujours peut une être dur. question de vouloir, là, tu sais, Ouais. là, c'est. Non, mais je te dis que ça forme le caractère. Puis ça. Mais, hein. Puis il y en a qui sont pas capables. Là. Je te dirais qu'il y en a qui réussissent pas dans cette jungle-là. Là. C'est pas évident. Puis, non, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ils gagnent la coupe. Puis, mais ils m'avaient donné la bague quand même, là, les T'avais joué propriétaires. assez de matchs? Ouais, ils m'ont Ouais. donné quand même. Là, j'ai trouvé que c'était un beau geste quand même. Là, mais même eux autres, eux autres, ils se sentaient comme mal. J'étais La quand même tournure, hein. un joueur important de l'équipe. Fait que, mais Steve avait eu le MVP. Là, je sais pas si dans son Ouais. podcast, il Ben, c'est avait pour ça que ça me disait de quoi cette année-là. J'ai fait, c'est quoi? fermé. Ouais, Dis-moi ça, pas que c'est cette année-là. Ah. ouais, toute l'année, j'avais joué avec Steve, puis Chris Clark, c'était notre ligne. Puis je dirais qu'on était fatiguant. Je ne sais pas si tu te souviens, Chris Clark qui était capitaine à Washington un Ben, peu. c'est exactement, c'est ça. Est-ce qu'on parle du même Chris Clark? Ben oui, certain. Ça. Fait que c'était un genre de Steve un peu aussi. Fait que c'était pas le fun de jouer contre notre ligne, je te dirais. Puis on avait un coach qui aimait ça quand même, que ça brasse. Là. Fait que disons quand il nous lâchait lousse, là, c'était pas beau. Là. Ben non, ouais, j'en doute pas. Hey, ça et tout, c'est une solide Ouais. histoire. Mais j'aime Ouais. le parallèle que tu fais. Écoute, c'est sûr là, qu'après tout ça, écoute, ça n'a pas le choix de forger. Si tu as continué à jouer au hockey pendant des années, c'est que, ben d'un, tu t'es peut-être un peu trouvé là-dedans, toute cette adversité-là, cette force de caractère-là. Je pense Ouais. pas que tu aurais été le même joueur de hockey dans tous Non. les sens si, tu sais, écoute, si près du but, là, c'est. Hey, il y a plein des gens, des fois, vont me demander c'est quoi que ça prend, tu sais. Puis je te dirais, moi, c'est le plus important, c'est la passion. Ah Tu oui. sais, je te dis des choses de même qui t'arrivent. Si tu aimes la game, peu importe ce qui va arriver, tu vas mettre tout de côté quand tu arrives et tu es passionné. Peu importe qu'est-ce que tu fais, si tu es passionné, il y en a qui vont mettre 80 heures, 90 heures par semaine à travailler dans quelque chose qui sont passionnés. Mais si tu n'es pas passionné, tu ne seras pas prêt à mettre 80 heures par semaine. C'est la même chose. Tu sais, si tu arrives comme ça, t'as tellement des bas. Si tu n'as pas la passion, oublie ça, c'est terminé. Fait que, moi, je trouve que le plus important, oui, ça te prend du talent, ça te prend des habiletés, il y a plein d'autres choses, mais si tu n'as pas la passion, oublie ça, tu ne passeras pas. Là. Non, c'est. Puis je vois un commentaire qui dit passionné malade. Ben, tout à fait. Malade avec une connotation positive, bien sûr, là. Vraiment. Puis écoute, je suis convaincu que tu es un excellent coach. Tu véhicules bien ton message. J'adore la manière dont tu t'exprimes. Là. On vit vraiment l'écoute. Là. Tu me vois depuis tantôt. Là. Moi, je suis accroché au bout de tes histoires. Là. C'est super intéressant. Puis là, on déborde dans le temps, mais écoute, on va y arriver. On va y arriver. On revient aux Canadiens. Le moment où tu mets le chandail du Canadien,
pour jouer un match, ton premier match avec le Canadien, est-ce que c'est plus spécial que ton premier match dans la Ligue nationale? Est-ce que c'est plus spécial qu'avec une autre équipe ou c'est différent? Euh, non, c'est plus spécial. Ben, Ouais. non, ben, peut-être pas mon premier match en Ligue nationale, mais comme tu dis, tu mets le chandail du Canadien. Puis plus que ça, je te dirais m'habiller dans la chambre du Canadien. Puis tu sais, tu parles des joueurs, je pense que tu sais pas si tu as déjà interviewé des joueurs du Canadien, juste tu regardes, tu regardes les photos des anciens joueurs, tu sais, puis surtout un Québécois, Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur, tu peux pas. Tu sais, j'en parle, puis j'en ai des frissons. Là, puis tu arrives au Centre Bell, il y a 21 000 spectateurs Ouais. qui. Tu sais, c'est vraiment indescriptible. Puis je pense que il faut vraiment que tu le vives pour vraiment pouvoir le. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer pour vrai, comment tu peux te sentir. Puis je le sais pour avoir parlé à des joueurs qui ont joué 5-6 ans pour le Canadien, puis à chaque fois, il y en avait encore ces petits papillons-là en dedans à chaque fois qu'ils mettaient le chandail du Canadien. Puis je te dis, peut-être plus pour les Québécois. Là. On parle, on dit pourquoi ils n'ont pas plus de Québécois, mais je suis tellement d'accord, moi, qu'en tant que Québécois, tu vas toujours en donner un petit peu plus si tu joues pour le Canadien. Et tu peux pas, justement, puis tu le sais que c'est une religion, que le monde, tu sais, juste aujourd'hui, là, tu regardes là, avec les séries qui commencent, la folie. Est-ce que c'est exagéré des fois? Oui, mais en même temps, c'est la beauté, justement, de jouer pour le Canadien. Quand ça va bien, t'es un dieu. C'est sûr que quand ça va moins bien, c'est peut-être moins le fun, mais bon, non, honnêtement, c'est un des plus beaux moments aussi, je te dirais, là, dans la première fois que j'ai enfilé le chandail, puis juste, tu sais, regarder, comme je t'ai dit, être dans la chambre, tu disais, wow, Canadien de Montréal. Puis je te dirais que j'ai joué un match aussi avec Washington aussi, puis le coach, c'était Ron Wilson, puis il avait mis tous les francophones sur le starting six, puis ça aussi, ça avait été spécial, tu sais, au Centre Bell, un match contre le Canadien, puis il avait mis on avait 4-5 Québécois, là, ils avaient tous mis les Québécois pour le starting six, fait que ça avait été ça spécial aussi. Mais tu sais, mais mettre le chandail du Canadien, je te dirais que c'est pas mal en haut de ma liste dans mes beaux moments. Là. Ben là, définitivement. Écoute, quand même 3 organisations dans la Ligue nationale et la Ligue américaine. Par la suite, tu as été capitaine des Bulldogs. Tu as vraiment fait ta marque là, à travers le hockey en Amérique du Nord. Puis ma question est la suivante. Un peu pour clore ce chapitre-là, non pas que je veux plus en parler, mais je veux qu'on parle rapidement de l'Europe et un peu des marquis. Tu sais, trois équipes comme ça, différentes là, dans l'Ouest, aux États-Unis, le Canadien, un peu des contextes différents aussi dans lesquels tu t'es ramassé là, où tu l'as bien dit, tu es parti au bas de l'échelle à chaque fois. Après avoir joué un match dans les formes du Canadien, marqué un but pour le Canadien, qu'est-ce qui a fait que tu as pris ta décision d'aller en Europe? Est-ce que tu cherchais une stabilité? Est-ce que tu avais l'impression que tu avais accompli ton plus grand rêve qui était de jouer dans la Ligue nationale? Qu'est-ce qui t'a mené à cette décision-là, qui est peut-être basée sur complètement d'autres choses? Là? Ben, je te dirais que c'est l'année du lockout aussi. Je pense que ça a quand même influencé un petit peu ma décision. Puis je te mentirais pas que oui, tu parles de stabilité. J'avais ma fille Alexia, elle est née en 2002. Puis ma femme était enceinte aussi. Puis je te dirais que ces années-là, j'avais été rappelé souvent, up and down tout le temps. La Ligue américaine, des fois, on partait pour un voyage de 21 jours. Je me souviens, 21 jours, là, ça commence à être long. Puis je te dirais que oui, j'étais un petit peu tanné. Puis le lockout a fait justement que j'ai eu quand même une opportunité d'aller en Suisse où c'est quand même une belle place à jouer. J'avais eu des offres aussi dans l'ancienne. C'était pas la KHL, là, ça s'appelait, je me souviens plus, c'était la Ligue. Ça commençait la KHL, mais c'était quand même, point de vue salaire, c'était quand même incroyable là, à l'époque. Mais la Ligue là-bas, j'entendais des histoires, j'avais des amis qui avaient été, puis que c'était encore pas professionnel, puis il y avait des
histoire rocambolesque. Fait que c'est quelque chose que j'ai comme, OK, non, on n'ira pas là en partant. Fait qu'on était en Suisse. Fait que c'est ça. Fait que j'étais arrivé en Suisse la première année. Puis, encore une fois, moi, je m'en vais en Suisse. Puis, pour justement aller faire carrière là-bas en Europe. Puis j'arrive, je commence le camp d'entraînement là-bas. Puis là-bas, tu as le droit, cette année-là, on avait le droit à 4 étrangers. Puis ils avaient signé leurs 4 étrangers. Là, le lockout arrive. Puis là-bas, en Suisse, on dirait qu'ils voulaient tout le temps avoir le meilleur joueur. C'est qui allait signer le top de la Ligue nationale. Puis c'est l'année où Joe Thornton était là, Martin Saint-Louis, Danny Hitley, nomme-les, là, il y en avait. Fait que nous autres, à Lugano, il avait signé Martin Gilina. Il avait signé... on était 9 à un moment donné. Là. Timonen. OK. Il y avait Alex Tanguay. On était 9 étrangers. Il y en avait juste 4 qui pouvaient jouer. Fait qu'il y avait tout le temps 5 étrangers dans les estrades qui ne pouvaient pas jouer. Fait que qui tu penses qui a été mis de côté? Ben, c'est pas le gros nom. Fait que moi, j'étais tout le temps dans les estrades. Fait que j'ai comment... Donc, ça n'a pas été... Donc, honnêtement, ça n'a pas été une belle année. J'ai vraiment pas aimé mon année, ma première année en Europe. Puis ça m'a quand même amené à me poser des questions. Tu sais, je retourne dessus. Ben, c'est sûr, là. J'avais rencontré une équipe de l'Allemagne, Hambourg, les Freezers d'Hambourg. Puis j'ai rencontré le GM là-bas. Puis j'avais comme aimé leur approche. Puis je te dirais que la Ligue en Allemagne je dirais que c'est plus nord-américain comme style. Okay. Ils ont droit à l'époque, ils avaient le droit à quoi? 9, je pense que c'était 10 étrangers, je pense. Puis la plupart des étrangers, c'était des nord-américains. Je te dirais que le style ressemblait plus à la Ligue américaine. Tandis que la Suisse, je te dirais que c'est peut-être une ligue un petit peu plus rapide, un petit peu plus linéaire, peut-être un petit peu plus individuelle aussi. Puis les étrangers, là-bas, je pense que ils recherchent beaucoup plus des scoreurs, je te dirais, des joueurs, des snipers un peu. Puis c'est peut-être un peu moins mon style à moi. J'étais peut-être un petit peu plus un fabricant de jeu. Fait que je te dirais que la Ligue, pour moi, était moins... c'était peut-être moins pour moi. Puis la DEL était, je te dirais, plus... C'est une ligue qui était un petit peu plus à mon image, je te dirais. Fait que je suis arrivé là-bas à Hambourg après, puis ça a quand même bien été. Là, puis, comme je te dis, là, ça fitait plus un petit peu avec mon style. Puis, ça, c'est 4 saisons que tu as passé là-bas en Allemagne? 3 saisons en Allemagne. 3 saisons. Ouais. Puis ensuite, dans la Ebel, ça qui est à... Laisse-moi me souvenir du nom du pays, là, maudit. Pourquoi j'oublie tout? Ouais, vas-y. Autriche. Ah, merci. En Autriche, le drapeau blanc et rouge. Désolé, là, je m'en viens fatigué en fin de deuxième entrevue. Là. En Autriche, c'est 4 saisons cette fois-là? 5? J'étais là 7 ans, je pense. 8 ans même. J'étais là 8 ans. Fait plus que 10 ans en Europe. Ouais. Puis, si tu avais à comparer la première partie de ta carrière, puis la deuxième partie en Europe, j'imagine qu'elle a été complètement différente sur tous les aspects, le traitement, le lifestyle, le type de hockey, la vie familiale. Tu sais, c'est 2 époques de ta vie, en général, différentes. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur... c'est pas comparer les deux parce que ça se compare pas, c'est 2 moments différents, mais tu sais, c'est comme si ta carrière avait été coupée en 2 à un certain moment. Là. Ça a comme été une deuxième carrière en Europe, littéralement. Oui, si on veut, oui, c'est vrai. Puis, c'est sûr que les différences, je te dirais qu'il y a beaucoup moins de matchs. Point de vue, élever une famille en Europe en jouant là-bas, c'est beaucoup plus facile. Puis je te dirais que, point de vue familial, ça a été l'idéal pour moi. Là. Ça a été des années incroyables. Puis j'étais à la maison presque tout le temps parce qu'on jouait. Puis les voyages, c'est vraiment pas des longs voyages. Souvent, on va jouer, on part la veille, puis on vient après le match. C'est rare, tu vas partir plus qu'une journée ou 2. Fait que mes filles là-bas allaient dans un lycée français-allemand. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai été à Vienne. Je voulais que mes enfants aillent dans un lycée français qui appelle français-allemand, donc ils apprenaient les 2 langues. Fait que je voulais quand même, parce que je savais que j'avais l'intention de revenir après. Fait que je voulais que mes enfants quand même restent. Oui, ils ont appris quand même l'anglais là-bas, puis un petit peu l'allemand.
Mais je voulais quand même qu'il reste, encore une fois, surtout qu'en plus, les autres, ils finissaient l'année scolaire ici au Québec. Ma femme partait un petit peu avant la saison. Fait qu'on OK. avait une entente avec les professeurs ici, les professeurs là-bas. Puis ça a quand même bien été là, jusqu'à temps que ma plus vieille tombe en secondaire 1 ici. Là. Fait que là, ça a été un petit peu plus compliqué. Là. Les autres sont restés ici là, ma dernière année. Mais ou sinon, c'est ça. Je te dirais que puis l'autre chose aussi qui était bien, c'est qu'il y avait quand même une sécurité aussi. Là, je ne pouvais pas me faire descendre. C'est sûr que oui, il y avait des contrats à négocier à chaque fois, mais j'ai quand même été chanceux là, de rester aussi longtemps dans la même organisation en Europe. C'est quand même rare là, parce que ça bouge beaucoup, Mhm. surtout les étrangers, où il y a quand même une certaine pression de performer parce que il y a tellement une demande forte d'étrangers que si tu ne performes pas, ben c'est pas trop long qu'ils vont en prendre un autre. Fait qu'il y a quand même cette pression-là, mais j'ai quand même été chanceux de bien performer là, pendant toutes ces années. Fait que j'ai quand même. Puis je te dirais que Vienne, pour moi, c'est ma deuxième maison. J'ai tissé des liens là-bas, j'ai des amis pour la vie. Puis là, justement, là, après le COVID, on a l'intention sûrement là, de retourner toute la famille, là, aller voir nos amis. Puis c'est sûr que ça a été des années. Puis, tu sais, Vienne, honnêtement, c'est une des belles villes en Europe. Fait que j'ai été quand même choyé là, de pouvoir y habiter pendant ces années-là. J'ai échappé ma bouteille, mais je m'en allais dire quelque chose de moins fracassant que ça. Mais je trouve ça exceptionnel, tout le bagage. Là. C'est autant sur le plan humain que tabarouette, mon gars, pour jouer au hockey. Là. Tu sais, je dis souvent ça dans mes entrevues, puis c'est souvent le genre d'invité que j'aime avoir, là, que tu vois que c'est la passion. Là, on revient toujours à ça. Là, c'est de là que ça part, mais je trouve ça fou. Là, tu sais, comment ça, après tout ça, ça te tentait encore, tu as retrouvé la flamme là-bas, longtemps dans la même organisation, tu l'as dit. Puis j'ai entendu de certains joueurs qui l'ont essayé l'expérience en Europe, qui, tu sais, Sébastien Bordelot nous en a parlé notamment, lui aussi qui a une longue carrière là-bas, dans la même organisation à Biel pendant de nombreuses saisons. Tu sais, la pression de performer, le fait que oui, tu peux être remplacé, puis le fait que, tu sais, comme tu es un joueur d'ailleurs, ben, si tu n'es pas là pour amener une contribution qu'on ne peut pas trouver ici, ben pourquoi tu es là à la fin de la journée? Puis d'être capable de garder cette constance-là pendant plusieurs saisons, puis d'avoir développé les liens avec là-bas, je trouve ça fou. Là. C'est hot. Tu arrives après ça dans la Ligue nord-américaine avec plein d'autres joueurs qui ont des parcours un peu semblables. Là, Europe, Ligue américaine, Ligue nationale. Moi, le premier exemple qui me vient toujours en tête, c'est toujours Sacha Pokulok. C'est le Ouais. fameux shot de première ronde qui a joué toute sa carrière presque dans la LNH. Que c'est Ouais. exceptionnel, ce genre de gars-là aussi qui doit avoir une couple de bonnes anecdotes dans le pack-sac. Puis, pas la même richesse là, dans ses expériences qu'il a vécues en termes de hockey, mais je veux dire, tout ça pour arriver dans cette ligue-là où il y a toutes sortes d'histoires, toutes sortes de trucs, où après 2 saisons, tu deviens entraîneur-chef. Là, je fais un gros wrap-up là, pour te poser la question suivante. Avec toute cette expérience-là, j'ai vu que tu coachais, tu as coaché juvénile des deux, j'ai vu que tu coaches encore dans ton coin cette année. Voudrais-tu devenir coach, Benoît? Ben, tu sais, honnêtement, présentement, je me considère comme un coach. Oui, oui, non, je parle de profession, là, Ben, de contrat à la Michel Terrien, là. ouais, non, c'est sûr que, tu me dis ça aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, où ce que je suis vraiment bien dans ce que je fais. Puis là, on a commencé un nouveau programme collégial à Saint-Jérôme qui est à 2 minutes de chez moi. L'année De passée, hockey? malheureusement, les cheminots du Cégep de Saint-Jérôme. OK, OK. C'est du Oui, collégial. ouais, collégial, C'est bien division. hot. Ils ont parti une division 2 cette année, Ben mais ouais. là, malheureusement, avec le COVID, on a quand même réussi à pratiquer toute l'année avec mon équipe. Mais l'année prochaine, on commence on commence la saison là, si on peut sortir du COVID. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment challengeant pour moi. Puis c'est sûr qu'éventuellement, nous autres, on aimerait ça justement monter dans le collégial D1. Fait que ça va être. Je te dirais que présentement, là, mais mon énergie, elle va être surtout sur ça. Puis, tu sais, je suis à mon compte aussi, donc je travaille, je fais quand même beaucoup de privé.
Je travaille pour les Selects du Nord dans la structure ici. Je travaille à Cap Jeunesse dans la RSEQ. Ouais. Donc, je te dirais que je fais du hockey presque à temps plein. Ben, non, pas presque à temps plein. On a un sport-études féminin aussi à Saint-Gabriel. Ça fait 5 ans que je travaille là. Fait que je te dirais que non, je suis pas mal occupé. Est-ce que j'ai l'intention ou j'ai tellement. On s'est tellement promené, puis je te dirais que mes amis aussi qui ont joué la game, qui sont venus, il y en a plusieurs qui veulent justement prendre un petit peu de temps avec leur famille, puis avoir un petit peu de stabilité, puis rester au Québec. Puis Oui. c'est un peu ça que je vis présentement. Est-ce que je dis non à une carrière de coach? Je pense pas. Est-ce que j'ai eu quelques offres? Oui. Mais encore une fois, j'ai répondu présentement. Qu'est-ce que je te réponds à toi? Là? Présentement, je suis bien dans ce que je fais. J'ai encore ma plus jeune, ma plus vieille s'en va à l'université, ma deuxième au cégep. Ma plus jeune, elle va être en 6e année l'année prochaine. J'aimerais ça peut-être, là, dans quelques années, quand ma plus jeune va être un petit peu plus autonome, je te dirais. Là. Peut-être que là, ça pourrait être quelque chose qui puisse m'intéresser, ça c'est sûr. Je dis pas non, mais encore une fois, j'ai quand même aimé mon expérience aussi dans la Ligue nord-américaine. Je te dirais que ça a été quand même challengeant de passer de joueur à Ouais, direct. Est-ce qu'il y a une ligue où ce que tu peux faire ça? Je pense que c'est dans cette ligue-là, parce que je te dirais que c'est plus, c'est quand même un travail semi-professionnel, ça dit, on a d'entraînement. Donc, c'est plus, je te dirais, c'était plus un partnership que j'avais avec les gars. C'est sûr qu'il y a eu quelques clashs avec certains joueurs. J'avais des décisions à prendre. Sauf que c'est pas comme si, mettons, du jour au lendemain, j'avais coaché dans la Ligue nationale. Tu passes pas de joueur à être coach dans la Ligue nationale ou peu importe dans un niveau professionnel. Je pense qu'il faut quand même que tu fasses des classes avant. Mais je te dirais que j'ai pris quand même beaucoup d'expérience à coacher aussi parce que je coachais quand même des jeunes. Je coachais juvénile en même temps quand je coachais, mon horaire le permettait. Mais coacher des jeunes et coacher des professionnels, c'est complètement différent. Fait que j'ai quand même aimé l'expérience. Puis c'est sûr que coacher juvénile, moi, j'ai comme la philosophie de faire jouer tout le monde, essayer de faire jouer tout le monde égal. Fait que j'ai pas. Tandis que dans la Ligue nord-américaine, je pouvais plus coacher la game, fait que matcher les lignes. Fait que c'est ce côté-là, j'ai quand même aimé ça. Là, justement, puis je pense que collégial, je vais être capable. Je pense que je vais être capable peut-être de retrouver un petit peu cette facette-là du coaching. Ben oui, définitivement. Puis, correction sur ce que j'ai dit, j'insinuais pas que tu n'étais pas un vrai Non, coach. Là. Ma question était non, mal posée. Là. Non, c'est cool. Je ne savais pas que tu étais impliqué dans autant de différentes organisations. C'est vraiment nice dans le coin. Il y a tellement de bons et de beaux programmes de hockey. Notamment, écoute, moi, j'ai été impliqué beaucoup avec l'Express du Collège Saint-Sacrement, avec les maudits Cap Jeunesse. Là. Grosse rivalité. Il y a de ça quelques années. Encore d'ailleurs. Là. Encore d'ailleurs. Ben oui. Même cette année, on avait une belle équipe là, dans le juvénile D1. Je pense qu'on avait une équipe qui avait des chances d'aller all the way, mais finalement, à cause du COVID, malheureusement, les jeunes, ça a été une saison pas facile, mais j'ai trouvé que les jeunes étaient quand même résilients là, malgré tout. Tant mieux si tu peux leur enseigner une petite partie de ta résilience. Je suis sûr que mais, ça peut les aider. La ligne, les jeunes sont là pour jouer des games. Tu veux compétitionner, c'est bien beau faire des pratiques skills, mais il n'y a rien de comparable. Là. Définitivement. En terminant, je ne te garde pas plus longtemps. Je voudrais juste une petite anecdote sur les frères Malouin. Tu me glisses un mot là-dessus en passant. On a eu Danick, puis en tout cas, je ne sais pas si tu connais l'anecdote, mais moi, quand j'étais à Jonquière, dans le temps où tu jouais, après ça, tu as coaché. Les 2 années où tu as joué, puis la dernière année où tu coachais, moi, c'était ma dernière année. Après ça, en tout cas, ça s'est poursuivi pour toi aussi, mais moi, j'étais que là 3 ans. Moi, j'ai toujours trippé sur Danick Malouin. J'ai toujours trouvé impliqué. Je trouvais qu'il droppait au bon moment. Genre de gars pour bien brasser, qui a son rôle puis qui joue son rôle. Là. Brasse quand c'est le temps, joue le chipboard quand c'est le temps. Pas de flafla, team first. J'aime beaucoup ce genre de joueur-là, un peu dans l'ombre, là, souvent que
qu'on remarque peut-être un peu moins, mais tu sais, malgré qu'on remarquait quand même Danick parce que quand il se battait, ça brassait. Puis quand même une coupe de buts. Des fois, le screen devant le powerplay. Je sais pas si c'était ton idée, ça, mais c'était hot, ça, par contre. Bref, une petite anecdote sur les frères Malouin, puisque, écoute, s'ils nous écoutent encore, je les porte dans mon cœur, les frères Malouin. Deux gars solides, impliqués, qui se donnent 100 millions de pourcents. Puis, avant que tu répondes à la question, juste faire une parenthèse sur la LNH, qui est une magnifique ligue. Hein? Pour les gens qui nous écoutent, là, c'est pas juste une ligue de bataille, c'est une ligue intense où j'enlèverais le semi, moi. Des pros se battent pour gagner, particulièrement à Jonquière. Je suis convaincu que tu as que des bons mots pour ton expérience là-bas. Quelle intensité! Puis honnêtement, au Palais des Sports en série, le monde avec leurs criards, puis hey, c'est quelque chose en tabarouette. On ne s'imagine pas que ça se passe dans nos arénas au Québec. On n'a vraiment pas la même expérience sur la Rive-Nord. Je te laisse y aller. Regarde, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est tellement vrai. Puis, je trouve que la Ligue nord-américaine, on entend juste sur le mainstream, les médias, on entend juste le négatif, mais il y a tellement, tellement de belles choses qui se passent dans cette ligue-là. Puis je trouve tellement que c'est sous-estimé comme calibre. Puis moi, souvent, je vois des joueurs qui s'en vont jouer en France, en Division 3, puis on dit qu'ils jouent dans du hockey professionnel. Mais honnêtement, l'équipe qu'on avait à Jonquière, là, pour avoir joué en Europe, solide club. Je te dirais qu'on aurait compétitionné contre bien des équipes. Je te dirais pas les grosses équipes, parce que premièrement, on ne pratique pas, mais pratiquer à chaque jour, là, je te dis qu'on peut compétitionner avec des équipes puis battre des équipes professionnelles. Puis parce qu'on dit, lui, il s'en va jouer professionnel, mais ici, on regarde la Ligue de haut, c'est des goons, c'est des si. Puis oui, avec raison, il y en a des goons, il y en a eu des goons, puis c'était ça le produit, mais c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui, le produit. C'est plate parce que tu as raison. C'est sûr qu'il y a des organisations qui, encore une fois, qui vivent sur qui vont vendre encore un petit peu la violence puis la bagarre. Puis c'est correct aussi. Je pense que tu veux quand même te différencier du junior majeur puis des autres ligues, mais comme tu dis, c'est tellement un beau produit. Il y a tellement des bons joueurs de hockey. Puis honnêtement, quand je suis arrivé de là, moi aussi, au début, j'ai regardé un petit peu la ligue de haut. Puis je m'attendais, je me suis fait convaincre parce que c'était Marc Boivin, le propriétaire à l'époque. Puis moi, je m'étais dit jamais j'allais jouer dans cette ligue-là parce que justement à cause des bagarres. Puis moi, j'avais vu dans le temps des Chiefs, puis des Dragons de Verdun. Fait que moi, dans ma tête, c'était un peu encore comme ça. Mais j'avais des amis qui jouaient puis qui me disaient ben non, tu vois, ça a changé. Puis je me suis dit, j'avais dit à Marc, la journée qu'il y en a un qui va partir après moi, puis que je vais sentir que je suis en danger, c'est terminé, je m'en vais chez nous. Là. Puis j'ai joué 2 ans, j'ai coaché 2 ans, puis si ça n'avait pas été de la distance, peut-être que je serais encore là. Mais c'est sûr que pour moi, justement, c'est plate parce que je trouve que cette ligue-là devrait justement avoir un petit peu plus de... Non, je te dirais un petit peu plus de lumière que de noirceur, parce que je trouve que c'est souvent, comme je t'ai dit, quand on parle de cette ligue-là, c'est rare qu'on va parler en bien. Mais comme tu dis, en région, à Jonquière, là, les fans là-bas, c'est incroyable. Là, c'est le Palais des Sports en série, quand c'est bien plein. C'est fou, là. Incroyable. Fait que, pour ce qui est des frères Malouin, mais là, je me souviens, l'avantage numérique, c'est un petit peu le problème avec Dan, des fois. Je me souviens, c'était Richard, notre coach, Richard Martel, l'avait envoyé sur le powerplay. Mais Dan, il était bien bon sur le powerplay en avant du net. Mais quand c'était le temps, par exemple, d'aller chercher la rondelle ou d'aller justement faire le jeu ou aller récupérer la rondelle, là, c'était plus difficile, par exemple. Mais non, mais pour vrai, si j'ai une anecdote, regarde, je pourrais dire que la seule chose, en tout cas, je te dirais, là, pour vrai, les 2 frères Malouin, honnêtement, quand je disais tantôt qu'il y a des joueurs qui sont dédiés pour leur équipe, puis c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé dans cette ligue-là, justement. J'ai vu, moi, des gars bloquer des lancers. Là, Jay Malouin, là, je te dirais, des fois, il bloquait 5, 6, 7 lancers par match. Puis, là, Jay, comme la plupart des joueurs, ont leur métier là, la semaine. Là, les gars, on arrivait, Jay est plombier, Dan est prof d'école.
Puis il arrivait à la game, puis on allait à la guerre. Puis c'était vraiment ça. On allait vraiment à la guerre, puis on mangeait des coups, puis les gars jouent blessés, puis les gars avec les épaules, les séries. Non, c'est des guerriers, pour vrai. Puis, tu sais, puis j'ai regardé jouer, puis comme je te dis, il y a bien des joueurs qui auraient pu jouer professionnel, puis souvent, c'est qu'ils n'ont pas eu la chance, qu'ils n'ont pas eu l'opportunité. Timing. J'ai vu des Christy de bons joueurs dans cette ligue-là j'ai regardé aller, je me disais, Colin, ça se peut pas. Ce gars-là n'a jamais joué. Il aurait été capable de jouer dans la Ligue américaine ou peu importe, peut-être même dans la Ligue nationale si justement il avait eu l'opportunité. Puis, je te dirais que les deux frères Monloin, ben, c'est ça. Pour moi, c'est deux vrais, deux guerriers. Puis c'est des gars qui sont prêts à mettre l'équipe en premier bien avant. Bien avant. Puis je pense que il y a beaucoup de joueurs justement dans cette ligue-là que là, je te nomme les deux frères Monloin, mais il y en a plusieurs autres que je pourrais te nommer avec qui j'ai joué dans la marquis que c'est justement. Puis, tu sais, comme j'ai dit, là, j'ai gagné des championnats, j'ai joué avec des équipes, mais cette équipe-là, l'année qu'on a gagné le championnat, là, j'ai rarement vu des joueurs dédiés pour une cause, puis c'est la Ligue nord-américaine. Tu sais, comme il y en a qui vont dire, mais tu sais, oui, ça n'a pas le même, je te dirais, le même glamour, la même glory qui a gagné la Coupe Memorial, mais pour vrai, le feeling quand on l'a gagné, je te dirais qu'à ce moment-là, là, j'ai vécu des émotions incroyables aussi. Ouais, je suis vraiment content de t'entendre raconter ça. C'est fou. Puis pour les gens qui sont encore là, qui vont écouter ça en rediffusion, sérieux, la Ligue nord-américaine, puis moi, c'est pas pour rien que j'invite des gens qui ont été impliqués. C'est important de passer le mot, Christy. Les médias traditionnels ne veulent pas s'en intéresser, ça va, pas de problème. On va essayer de faire du bruit de notre manière parce que, sérieux, il y a vraiment de quoi dans cette ligue-là. Ben, écoute, ma lumière s'est éteinte parce que j'imagine qu'elle était trop fatiguée. On fait comme si on s'en est pas rendu compte, mais c'est un podcast, là, peut bien le dire, ça ne me dérange pas. Puis là, je viens d'avoir un écouteur qui meurt, fait que ça, c'est un signe que ça fait un bout qu'on est là. Je voudrais te remercier, Benoît, pour le temps que tu m'as accordé. Extrêmement intéressant. De A à Z, on aurait pu continuer encore des histoires pendant plusieurs heures. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite la meilleure chance pour tous tes projets. Puis au plaisir de te recevoir à nouveau pour que tu nous en comptes d'autres, que tu nous en comptes d'autres. Parce que, sérieux, impressionnant. T'es dans mes plus impressionnants, là. En termes des anecdotes et du timing, là, non, c'est vraiment une excellente entrevue. Puis beau parcours. Félicitations pour tout ce que tu as accompli. C'est digne de mention. Je te remercie, Mathieu. Puis ça a été bien le fun. Puis c'est quand même le fun de pouvoir juste se rappeler toutes ces anecdotes-là, puis ces souvenirs-là. Disons que c'est, comme je parlais tantôt, là, c'est tellement. Puis je suis tellement choyé. Puis encore aujourd'hui que je vis encore de ma passion, veux pas, peut-être un peu par la bande, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais pris pour acquis. Puis c'est quelque chose que je me considère tellement chanceux de pouvoir avoir eu cette expérience de vie-là, puis de continuer encore dans le hockey aujourd'hui. C'est pour vrai, honnêtement, je dis tout le temps, moi, j'ai jamais travaillé dans ma vie. Là. Ça a été, quand tu es passionné à faire quelque chose, c'est pas du travail. Oui, il y a des sacrifices, puis il y a des moments plus difficiles, mais pour moi, ça a toujours été la passion, puis un plaisir, puis je me considère tellement, tellement, tellement chanceux. Puis, je te remercie encore de m'avoir fait revivre un peu ces. Voyons, avec plaisir. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a d'autres choses qui s'en viennent pour toi, Benoît. Je suis pas inquiet. Ouais. Je te souhaite la meilleure et au plaisir de se parler. Hey, merci. Bye bye. Bonne soirée. Là. Un gros merci. Salut, Benoît. C'était Benoît Gratton, ancien joueur de hockey professionnel, entraîneur aussi dans différentes organisations du coin, ici de la Rive-Nord de Montréal, notamment avec Cap Jeunesse, avec le Cégep de Saint-Jérôme dans le collégial Division 2. Comme il nous l'a mentionné. Bon, là, on a défoncé le temps. Puis là, peut-être que vous m'entendez mal parce que j'ai un écouteur de décédé, fait que le micro seulement de ce bord-là. Écoutez, c'était sur la coche, ça. Merci, merci à Danick Malouin qui était là pas mal tout le long avec nous, selon ce que je peux lire, et aux autres personnes. C'est fou, hein, ce parcours-là. Pour vrai, je n'exagère pas. Là. C'est l'un des invités les plus impressionnants par sa manière de raconter les choses, sa résilience. Moi, j'ai toujours mangé du hockey, j'en ai toujours rêvé, mais mon rôle, ça n'a pas été d'être le joueur. J'ai toujours été le gars qui a la facilité à parler, ci et ça, des projets de journalisme, de com, préposé à l'équipement, coach d'un camp d'entraînement, tout ce que tu veux. Là.
Puis moi aussi, j'en ai de la passion pour le hockey. Puis quand j'entends un joueur de même qui, écoute, là, si ça, c'est pas de la passion, là, je sais pas c'est quoi, là, tu fais comme OK. Tu sais, moi, j'aime ça, la game. Il y en a d'autres qui aiment ça, mais il y en a qui se sont fait fermer la porte sur le nez à des moments où c'était pas évident. Puis il y a des moments où il y a bien du monde qui aurait fait OK, mais je peux pas croire que ça m'arrive à moi, que le monde s'effondre sur moi. Puis c'est fou comment les athlètes apprennent et ont ça un peu au fond d'eux, cette résilience-là de, à chaque fois qu'il y a un échec, transformer ça en force. On va aller plus loin. Puis je ne dis pas que tous les athlètes sont comme ça. Là. Il y a des personnalités qui ont plus de difficultés dans certains contextes que d'autres, mais solide. Honnêtement, très impressionné par les histoires, le franc-parler et la passion de Benoît Gratton. Superbe entrevue. Salut à Tristan Mac qui nous dit salut. Puis là, ça fait longtemps que vous m'entendez parler. Ça fait un petit bout là qu'on est en direct parce qu'il est rendu 9h30 là, tout le monde. Fait que moi, je travaille demain. Puis vous aussi! Fait que bonne nuit. Merci d'avoir été au lundi des entrevues, présenté par Garage Blainville Service Volvo, votre spécialiste depuis 1990. 30 000 pieds carrés de local pour votre Volvo. Si vous avez le goût de vous acheter une Volvo, allez pas au dealer. Non, 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 c'est Garage Blainville Service Volvo, notre partenaire du lundi des entrevues. Merci tout le monde et à mercredi.